Votre programme vous est présenté par Glidden. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Top Santé TV pour un nouveau numéro d'Envie. Chaque soir, je vous retrouve pour parler d'une femme inspirante, une femme qui assume sa féminité et qui la revendique. À mes côtés, Flore Chéri, notre spécialiste en sexualité. Bonsoir Flore. Bonsoir Malika. Prête à nous livrer votre expertise? Et oui, prête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vera Mar. Vous êtes auteure de Chair d'ombre, un livre érotique sur le jeu de la domination. Bonsoir Vera. Bonsoir. Alors, petit focus sur le personnage principal de votre livre. C'est Oxymore, une femme de 60 ans qui rencontre un homme au désir étrange. Elle va devenir une maîtresse entraînée par son insatiable curiosité. Déjà, on va reprendre les basiques. C'est quoi être une maîtresse selon vous? Alors, je voulais juste m'arrêter un petit instant sur le fait que l'héroïne a 60 ans. Oui. Parce qu'on parle beaucoup des groupes qui sont un peu exclus et je voulais saisir l'occasion pour dire que les femmes de 60 ans ne sont pas à mettre au rebut. Voilà. Si on arrive à conserver le désir, la curiosité, l'intérêt, on a 60 ans, mais c'est pas grave. Vous aviez l'impression que dans ma formulation, dans la présentation, je mettais ça... Pas du tout, mais je me suis permise de le relever parce que plusieurs personnes m'ont dit... C'était plus une réflexion générale. Voilà, c'était un petit peu pour dire, on est aussi un petit groupe, je dirais pas discriminé, mais enfin, encore que, parfois. Donc voilà, c'était aussi, disons, dans le côté un peu militant de ce livre, une envie de donner leur juste place aux sexygénaires. Aux sexygénaires. J'appelle les sexygénaires, voilà. Alors Flore, qu'est-ce que c'est le BDSM? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le BDSM, c'est un acronyme qui englobe plusieurs pratiques, le bondage, la discipline, la domination, la soumission, le sadomasochisme, donc BDDSSM. Et c'est une famille de pratiques sexuelles dans lesquelles on va avoir des jeux de pouvoir, des jeux d'entrave, de la privation sensorielle, des jeux où on va venir se déguiser, voilà, tous ces petits jeux qui vont venir jouer sur le stress, avoir les yeux bandés, ne pas pouvoir utiliser ses mains. Tous ces jeux-là vont rentrer dans la grande famille qui s'appelle le BDSM. Et vous disiez que dans le BDSM, chacun peut trouver ce qui lui plaît. On n'est pas tous obligés de tout pratiquer dans cette... Non, et souvent ceux qui apprécient le BDSM apprécient en réalité une des pratiques. Typiquement, quelqu'un qui va beaucoup jouer avec les cordes et l'encordement ne va pas forcément apprécier, ressentir une forme de plaisir dans la douleur, donc le masochisme. Le masochiste, lui, ne va pas forcément apprécier, je ne sais pas, d'avoir les yeux bandés, et la personne qui appréciera avoir les yeux bandés n'appréciera pas forcément les pinces à tétons, par exemple. Donc voilà, en fait, chacun va venir trouver une pratique sexuelle qui va lui correspondre, et c'est vrai que cette grande famille s'appelle le BDSM, mais au sein de cette grande famille, chacun a vraiment ses spécificités. C'est très clair. Comment est-ce que vous pourriez décrire psychologiquement Oxymore? Alors, comment est-ce que je pourrais la décrire? Bon, c'est une femme, au fond, qui tombe un peu dans la marmite du BDSM par hasard. Elle sort d'une expérience qui l'a beaucoup traumatisée. Elle rencontre ce maître BDSM lors d'une soirée et en fait elle se laisse entraîner. Mais si vous voulez, chez Oxymore, il n'y a pas, comme ce qu'on peut observer chez beaucoup de personnes, il n'y a pas un fantasme qui est présent depuis l'enfance. C'est vraiment quelque chose, le BDSM croise son chemin et comme elle est curieuse, elle emprunte ce chemin, elle saisit l'opportunité pour en fait faire de nouvelles découvertes. Elle se rend compte très vite lors de son apprentissage qu'elle n'est pas soumise. Et c'est pour ça que quand on dit tout le monde peut se soumettre, oui, tout le monde peut se soumettre dans les petits jeux. Mais quand on touche à des zones un peu plus profondes et un peu plus sensibles, tout le monde ne peut pas se soumettre. On pense aussi que les femmes sont naturellement soumises et les hommes, au contraire, naturellement dominants. Tout ça, ce sont un peu des stéréotypes qu'il faut revisiter absolument aujourd'hui.
Est-ce que ce livre, il est autobiographique? Alors, disons, c'est la première fois que j'écris de la fiction. Et j'ai écrit d'autres choses, mais j'étais absolument certaine que jamais de ma vie je n'écrirais de la fiction. Et quand j'ai commencé mon parcours dans ce genre d'exploration, qui a commencé d'abord dans le tantra et qui a après débouché sur le BDSM un peu par hasard, je dois dire, bien entendu que j'ai été puisée dans mes expériences, enfin tout au moins, mais c'est pas du tout, terme à terme, enfin c'est pas du premier degré, voilà. Vous aimez explorer les phénomènes sociétaux marginaux? Oui, j'aime beaucoup, et depuis toujours, parce que j'ai commencé dans le domaine de l'art et de l'histoire de l'art, de la sociologie, de la culture, et déjà à ce moment-là, j'allais farfouiller dans les choses pas très nettes, en fait. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans les choses pas très nettes? Les mettre en lumière. Voilà. Vous savez, je suis genevoise, donc je suis née dans un milieu extrêmement conservateur, calviniste, etc., etc. Donc, au fond, toute ma vie et tout mon parcours n'a été comment dirais-je, Vous étiez une rebelle, quoi. Ouais, j'étais toujours un peu une rebelle, effectivement. C'est pour ça que j'ai jamais pu être soumise, quelles que soient les tentatives que j'ai pu faire, et j'en ai faites, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre après, comment dirais-je, le blockbuster 50 nuances degrés, ou rien à voir? Alors, vous dire rien à voir, non. C'est vrai que dans ma petite tête à l'époque, je me disais, ah non, d'une pipe, cette américaine a réussi, je vais me lancer aussi. D'une manière extraordinairement naïve, parce qu'après coup, déjà, je sais qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de femmes qui ont écrit suite à ça. Et puis aussi parce que j'ai cru comprendre que le marketing autour des 50 nuances a été gigantesque. C'est-à-dire, je me souviens du premier coffret qui était en carton, avec à l'intérieur une cravate, avec un petit carnet pour prendre des notes, etc. Donc ça a été un gros business. Donc oui, et non. C'est-à-dire que si les circonstances ne s'étaient pas prêtées à me lancer sur ce nouveau chemin, non, j'aurais pas attrapé ça au vol. 50 nuances degrés, ça a remis à la mode toutes ces pratiques, en fait. D'une certaine façon, c'était déjà pratiqué avant 50 nuances degrés, donc avant 2012. Maintenant, c'est vrai qu'à la sortie ça les a rendus fashion, quoi. Oui, il y a eu le côté fashion, il y a eu le côté tendance. Le marketing, vraiment, il faut le souligner parce que ça n'a pas été des moindres. Il y a eu beaucoup de produits dérivés, 50 nuances degrés, sur de la petite cravache, du petit Martinez, ce qui fait qu'il y a eu un bond de sextoys phénoménal d'achat de sextoys. C'est quoi les objets les plus vendus dans la pratique BDSM? Il y a eu les menottes, il y a eu les bandeaux, il y a eu aussi beaucoup la redécouverte des boules de geisha, puisque dans le premier opus, elle parle d'un moment avec des boules de geisha qui se passe, et puis tout d'un coup, il y a un boom d'achat de boules de geisha. Et je crois que le produit le plus insolite, c'était Decathlon, l'enseigne de sport qui en a fait la promotion, c'était les cravaches, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait toutes les cravaches avaient été vendues suite à 2012, suite à la sortie de 50 nuances degrés. Donc oui, ça c'est venu, je pense que c'est un des rares livres, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais qui a vraiment été s'inviter sous la couette des Français ou des gens de façon générale dans leur sexualité pour venir toucher à leur intimité. Comment est-ce que vous expliquez que ce genre de lecture attire de plus en plus de lecteurs? Encore une fois, en ce qui concerne les 50 nuances degrés, moi je reste absolument convaincue que ce qui a fait le feu, enfin ce qui a allumé l'incendie, c'est certes les petits épisodes de sexualité non conventionnelle, mais c'est surtout l'histoire d'amour et la rédemption par l'amour, parce que le cœur du sujet, il est là. Et encore une fois, c'est l'histoire de Cendrillon revisité, c'est-à-dire le milliardaire très beau, très sombre, souffrant, etc., en souffrance, et qui est, voilà, la petite vierge de 19 ans qui le sauve, en fait. Et c'est une grande histoire d'amour, et je crois que c'est ça qui fait rêver. Et chez vous, l'idée, elle est venue comment d'écrire sur la domination? Alors moi, j'étais pas mal dans le tantra pendant pas mal de temps, et quand je suis rentrée dans le BDSM, je me suis rendu compte très très rapidement que j'avais aucune propension à me soumettre. J'aurais bien voulu, parce que je pense que ça peut être certainement très intéressant et plus.
Mais voilà, alors est-ce que c'est mon côté calviniste ou je ne sais quoi, bon, enfin bref, les maîtres que j'ai rencontrés à l'époque m'ont tous dit non mais toi tu oublies, soumise, ça le fait pas. Donc voilà, j'ai cheminé, si vous voulez, et je me suis beaucoup intéressée à beaucoup de choses, enfin à la psychologie, à tout ce qui peut sous-tendre ces parcours. Ce que je peux dire, c'est que les 3/4 du temps, ce sont, comme tu dis Flore, des jeux, mais il faut savoir que ça peut aller quand même beaucoup plus loin. Alors les jeux sont consensuels hein, dans les clubs et alors on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes, mais en tous les cas dans les clubs, les jeux sont consensuels, c'est-à-dire que les deux parties sont d'accord. Hein, on ne fait pas n'importe quoi à n'importe qui sans permission. Voilà. Mais je n'aime pas tellement parler de recettes, parce que bien entendu, il y a des recettes, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires qui sont utilisés de manière assez récurrente, comme la cravache, les menottes, les chaînes, ou enfin bref, toutes ces choses-là, surtout la flagellation. Parce que c'est facile en fait, on s'empare de ces instruments, pas le fouet, hein. Le fouet est très compliqué à manier, mais pour le reste, c'est assez simple. Et c'est un peu stéréotypé. Moi, c'est ce qui peut me gêner un peu là-dedans. C'est qu'on a l'impression, effectivement, qu'on applique des recettes. Que les gens appliquent des recettes. Alors comme au théâtre, ils sont sur une scène de théâtre, voilà. Et ils endossent des costumes. Alors que pour moi, une personne que j'apprécie, enfin que j'admire beaucoup, c'est Catherine Robbe-Grillet. Catherine Robbe-Grillet n'est jamais dans la recette, elle est toujours dans le créatif. Et elle va tout d'un coup dominer quelqu'un en lui demandant de tremper son doigt dans un pot de miel et d'amener la goutte de miel dans sa bouche sans rien faire dégouliner. Sinon, la personne qui se soumet, c'est qu'il y aura une punition. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gradations. Vous avez la production industrielle qui est voilà, tout le monde un peu pareil. Après, vous avez l'artisanat et ça commence à se nuancer un tout petit peu. Et puis ensuite, vous avez quelque chose de plus créatif. Et là, on peut un peu voilà, se lâcher. En réalité, les dominants et les dominantes qui pratiquent ça avec créativité sont effectivement pas dans le registre de la production industrielle. Ils vont jouer sur le milieu, ils vont jouer enfin, sur beaucoup de choses. Et surtout, s'adapter aux personnes avec lesquelles ils sont. Parce que c'est ça. Nous avons questionné la rue pour savoir si les Français sont sur le même pied d'égalité dans leurs relations intimes. Alors, micro-trottoir, dans l'intimité, faut-il être sur le même pied d'égalité avec son partenaire ou plutôt dominant, dominé? Ah non, pas de dominant, pas de dominé, pareil. Il y a des fois on a besoin d'être dominé, des fois on a besoin de dominer. C'est plus le schéma classique, quoi, où l'homme domine et la femme ne domine pas. Mais bon, c'est comme ça. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Pour moi, c'est tous sur le même pied d'égalité parce que je vois pas pourquoi quelqu'un serait au-dessus dans la sexualité que l'autre. C'est le plaisir de chacun et c'est comme ça. Il y a souvent un dominant et un dominé de toute façon. Je crois très sincèrement à l'équité dans ce domaine. Parce que s'il y a un dominant, il devient rapidement dominé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Il va faire réagir, ce monsieur. Alors oui, moi, si je peux, ça me fait réagir parce que j'ai souvent croisé, enfin souvent, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin tout de même, des hommes extrêmement dominants, machos, etc., qui à un certain moment se rendent compte qu'au fond, dominer c'est quand même un gros travail. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de connaissance de soi, il faut avoir bien analysé ce qui nous passe par la tête. Est-ce qu'on est là pour se venger ou est-ce qu'on est là pour d'autres raisons? Donc ça demande beaucoup de travail sur soi. Et puis au moment même de la domination, que ce soit une prise en charge temporaire, enfin prise en charge, que ce soit un jeu temporaire ou non, on est toujours à l'écoute. Enfin voilà, il faut éviter les dérapages, c'est quand même assez contraignant. Donc ces messieurs, au bout d'un moment, se disent moi je me verrais bien en soumis. Voilà. Et c'est plus tranquille. Et c'est plus tranquille et j'aurai plus de plaisir et comme ça la dame va travailler pour moi. Vous vous décrivez comme une domina. Alors qu'est-ce que ça signifie? Même si on comprend... Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, c'est un peu un terme générique, n'est-ce pas? Comme, en tant que terme générique, ça signifie dans les rapports BDSM celle qui domine.
Maintenant, si on va, encore une fois, c'est pas, comment vous dire, les jeux, c'est une partie, nos personnalités, c'est pas une chose, on n'est pas monolithique, on a tout un éventail le puzzle est fait de beaucoup de morceaux, donc ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on est dominant tout le temps. Voilà. On est dominant quand on doit l'être et quand on a envie de l'être, mais c'est pas forcément au quotidien tout le temps. Voilà. Donc Sinon, vous c'est n'êtes pas tout le temps dominante. Oui, c'est épuisant. Oui. Ah bon, c'est beaucoup de travail. Hein. Est-ce que vous pouvez guider, ou comment d'ailleurs vous pourriez guider une femme à devenir dominante? Oui, certainement, je pourrais donner des conseils. Ouais. Guider, c'est un mot bien prétentieux, disons. Ça fait un petit peu gourou, je ne me sens pas trop gourou. Tout à l'heure, vous avez parlé de maître. Oui, parce que dans la terminologie, on appelle les dominants des maîtres et les dominantes des maîtresses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les conseils que vous pourriez donner? Alors, le premier conseil, c'est connais-toi toi-même. Sois au clair avec ceux qui t'amènent dans cette posture, liquide ou pas, mais s'il y a des envies de revanche, des envies revanchardes, des envies de faire mal par vengeance, passe à autre chose. En fait, c'est se connaître psychologiquement, c'est pas connaître son corps. Alors oui, ça aussi, mais disons le plus important. Il y a plein de gens qui font un peu leur thérapie d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et j'allais le dire. Ouais. Pour moi, ça a été je sortais, je raccroche un peu sur ce qui vient d'être dit, mais je sortais d'un mariage extrêmement destructeur, de 15 ans d'emprise gravissime, mais vraiment gravissime. Bon, j'avais mes fragilités, bien entendu, hein, mais j'ai fait 8 ans d'analyse, 8 ans sur le divan, et je dis pas que ça n'a servi à rien, ça a servi à un petit quelque chose. C'était une relation vous étiez dominée? J'étais sous emprise, oui. D'accord. Et donc l'analyse ne vous a pas apporté la libération? Non, l'analyse m'a permis de comprendre pour quelles raisons que ma fragilité, il faut bien le dire, m'avait amenée à ne pas réagir à cette situation. Mais elle ne m'a pas permis de m'en sortir. Et donc, au terme d'un très long, de beaucoup d'années, j'ai emprunté d'abord le chemin du tantra, qui me convenait bien parce que pour diverses raisons. Et puis ensuite, le BDSM, ça m'a vraiment, enfin la posture de domina, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça a été le déclic après pour quitter cette relation? Non, la relation était déjà finie depuis longtemps. Mais il y a une dominatrice très connue à Londres qui s'appelle Claudia Varin et qui a écrit un livre et elle relate un peu la même chose. Elle dit que suite à des circonstances de vie très difficiles, ça l'a reboosté. Alors il ne faut pas compter que là-dessus, bien entendu, mais ça peut aider. Ouais. À la différence d'une dominatrice, il y a également le rôle de soumis. Alors un soumis a-t-il également du plaisir? Bien sûr, oui, parce que toute une palette déjà de façon très physiologique, il y a toute une palette d'hormones qui viennent accompagner le lâcher-prise. On pense aux endorphines, dès qu'on ressent un peu de douleur. On pense aussi à de l'adrénaline, s'il y a un moment un petit peu stressant. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise et de ne pas faire de choix qui est extrêmement agréable, d'être déresponsabilisé de tous les choix que l'on prend. Ça, c'est des choses que les soumis, bien évidemment, vont venir chercher. Peut-être des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Mais pas forcément. Ça, c'est un petit peu oui, c'est un petit peu. Oh, excusez-moi. Non, mais je dirais quand même qu'il ne faut pas minimiser non plus un certain plaisir érotique que les soumis peuvent avoir, parce que les jeux peuvent comporter aussi des jeux érotiques. Donc voilà. Et puis après, chez les masochistes, alors c'est encore un créneau un petit peu différent, parce que la douleur, quand elle est poussée, par exemple, avec le fouet, qui peut être un instrument extraordinairement douloureux quand il est bien manié, hein, je dis bien, parce qu'il y a beaucoup de mauvais bourreaux de ce point de vue-là, mais ça peut envoyer les gens dans ce qu'on appelle le subspace, c'est-à-dire un état modifié de conscience où les endorphines sont très puissantes et du coup, c'est un shoot, vraiment. Et vous, quels sont les jeux alors que vous aimez pratiquer? Moi, j'aime... j'aime un peu sortir des sentiers battus parce que la flagellation, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais j'aime bien détourner, inventer des jeux. Par exemple, j'adore la sarbacane. J'aime bien tirer dans les soumis avec une sarbacane.
D'accord. Bon, qu'est-ce que vous mettez dans la sarbacane, des boulettes de papier? Non, non, je mets dans la sarbacane des flèches en bois, en bambou. Oui, non, mais Ok. Oui, non, mais alors, c'est très spectacle. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est très spectacle. Là, c'est la kermesse, ouais. Non, mais c'est pas vraiment la kermesse. Et puis, on peut inviter une autre domina à jouer aussi. Donc, ça peut être Et on très fait sympa. une cible comme ça sur le soumis, non? Alors, pas forcément. Si on est très habile, on va faire la cible. Mais si on n'est pas trop habile et qu'on n'est pas sûr de soi, on ne fait pas de cible et on tire. Et vous êtes libertine aussi alors? Si vous invitez d'autres personnes à se... Dans ce contexte-là, comment vous dire, moi je fais pas forcément non plus une grande distinction. Oui, libertine, oui, on peut dire, mais c'est pas forcément des jeux érotiques non plus. Oui, ça peut l'être, mais pas forcément. Quelle est l'expérience la plus incongrue que vous avez vécue avec un soumis? Alors, j'avais un soumis, je l'ai eu, c'est resté un très bon ami à moi, qui était masochiste, mais un masochiste, un grand masochiste. Et un jour, nous sommes partis dans un oppidum. Je vous explique ce qu'est un oppidum. C'est un... Vous savez, Flore? Même Flore ne sait pas. Est-ce que vous avez entendu parler des jeux de Pony Boy et Pony Girls? Ah oui, bien voilà. sûr. D'accord. Bon, moi pas, alors on fait un petit update. Alors, si vous voulez, c'est le soumis ou la soumise se transforme en cheval ou en poney. Il y a tout un petit matériel. On peut mettre des sabots, on peut mettre un mors dans la bouche, on peut mettre, enfin bref, on peut se transformer en monture. Et puis, alors il existe des lieux qui s'appellent, enfin celui-là en l'occurrence s'appelle l'oppidum, où on peut aller pratiquer. Il y a des sulkys, donc on peut attacher son soumis à un sulky, on peut le faire tourner en manège avec une longe. Donc on était parti avec ce soumis, lui avait un matériel absolument mais faramineux, enfin quelque chose d'incroyable. Et on est arrivé là, c'était un endroit magique dans la nature, on a été très bien accueillis. Et puis, le lendemain matin, je l'ai emmené dans le manège, enfin c'était une grande prairie, et je me suis dit comment est-ce que je vais le mettre en condition. Et pour le mettre en condition, parce que ça c'est un élément important dans les jeux, il ne faut pas commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même passer par une phase de ce qu'on appelle la mise en condition. Je l'ai attaché à un gros arbre comme ça, et je l'ai laissé là. Et bon, c'est pas très gai comme expérience, parce que c'est la seule fois que ça m'est arrivé, j'en ai été très marquée. Je l'ai laissé là, je suis restée derrière lui en silence, et en fait, ça a été une catastrophe. Parce que le silence, je ne sais pas ce qui a meublé son silence à lui. Oui. Mais il s'est complètement effondré. D'ailleurs, j'en parle dans Chair d'ombre, parce que c'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup marqué. Et comme c'était assez au début de mon parcours, je me suis dit, là, c'est une bonne leçon pour toi. Le silence, j'aime bien en parler parce qu'on pense toujours que ce qui va faire partir les gens, c'est les coups, Dieu sait quelle chose. Mais le silence, c'est redoutable. Donc ça, c'est à éviter, finalement? Alors, à éviter ou à manier avec prudence. Voilà. C'est l'abandon, presque, dans le silence qui lui faisait peur. C'est l'abandon et c'est surtout, moi ce que j'aimerais dire, c'est que quand on rentre dans l'univers, enfin on passe, psychologiquement on passe une porte, on franchit un seuil, et une fois qu'on a franchi le seuil, eh bien on est, enfin en tout cas c'est mon expérience, on est beaucoup plus en contact avec son monde intérieur. Et là, j'ai vraiment cru percevoir que dans ce silence, il y a un peu des démons qui ont émergé et la personne n'a pas supporté. J'ai eu du mal à la rattraper, en fait. Et qu'est-ce qui vous a amené après, comment vous êtes rentré dans l'écriture érotique? Alors, écoutez, ça, encore une fois, souvent dans ma vie, je ne choisis pas, comment dire, je dis toujours, je monte sur mon tapis volant et puis voilà, ça m'amène là où je dois aller. Et c'est un peu comme ça. Quand je suis rentrée dans ce monde-là, j'ai pris la plume et j'ai commencé à écrire, mais sans avoir eu de projet vraiment, voilà, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers de l'écriture érotique et BDSM? Alors moi, ce n'est pas forcément l'écriture érotique en tant que telle. Moi, j'aime les phénomènes sociétaux marginaux.
Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller farfouiller. Par exemple, maintenant, je sais que, mais je vais quand même en parler, il y a un phénomène qui commence à prendre assez fortement, c'est le phénomène du feederisme. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais... On nourrit les personnes. Voilà, on nourrit les personnes. Il y a le feeder, c'est celui qui nourrit, et le feedie, celui qui est nourri. C'est un phénomène marginal, mais je viens de me rendre compte qu'en France, maintenant, il y a un site de rencontre pour feeders et feedies. Attends, ça consiste en quoi, en fait? Alors, ça consiste, il y a, comme dans le BDSM, il y a divers degrés. Il peut y avoir des mises sous emprise. J'ai écrit un roman à ce propos, et c'est dans ce sens-là que je l'ai articulé. Mais ça peut être des jeux. Et ce qui m'a frappé en allant sur ce site, c'est que c'est des très jeunes. 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est des très jeunes. Alors voilà, c'est ce genre de phénomène que je trouve super intéressant. Ou alors, par exemple, là, j'ai écrit sur la prostitution masculine pour femmes, et je viens de voir qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelle Grand Restaurant ou je ne sais quoi, parce que je pense aussi que les femmes maintenant s'autorisent à se payer un moment de plaisir. Et c'est pas le gigolo d'antan qu'on prenait en charge ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment, OK, c'était l'apanage des hommes auparavant. Voilà. Et vous parliez des jeunes générations. Est-ce que vous avez l'impression que la sexualité des générations plus âgées, des femmes de plus de 50 ans, c'est un tabou? En introduction, vous avez dit « je suis sexygénée ». Enfin, oui. Alors, comment dire? J'ai voulu le mettre en avant, c'était plutôt par rapport aux groupes qui sont un peu pointés du doigt. Hein. Ça peut être les gays, ça peut être, enfin voilà, ce qui a été longtemps considéré comme des perversions ou des paraphilies, et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais néanmoins, c'est pas facile d'être lesbienne, ou c'est pas facile d'être, je sais pas, fétichiste, Et dans ce sens-là, je pense que c'est important de dire, les femmes, c'est pas parce qu'elles ont 60 ans qu'elles vont arrêter de vivre. Si elles en ont envie, voilà, tout simplement. Parce que tout le monde n'en a pas envie non plus. Mais tout le monde n'en a pas envie, même à 20 ans, je veux dire, voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage et puis surtout vos avis. Oui. On a parlé donc de Chair d'ombre. Et mais il y a aussi un autre livre, et finalement, c'est un phénomène de société marginale, c'est ça? Oui, enfin oui, tout à fait, oui. C'est le paysage de la soumission masculine que vous avez coécrit. Alors, j'ai coécrit avec une amie, Juliane Dessay, et alors, c'est pas un roman, hein, c'est un essai, c'est un grand mot. C'est une analyse. C'est une analyse, et c'est une analyse qui est basée sur des témoignages. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir. Merci à vous. C'était extrêmement clair. Bon, je découvre qu'il y a encore plein de choses que je ne maîtrise pas, mais même Flore, il y avait des choses qu'elle ne savait pas. Et ça, franchement, je suis fière quand je découvre qu'elle est collée au poteau. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à Flore également pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir écouté l'histoire de Vera Maar. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de femmes libres et décomplexées. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. Votre programme vous a été présenté par Glidden.